On va plus loin avec Anne Livard, grand reporter de Guerre indépendante. Bonjour Anne. Bonjour. Face à vous, Bruno Darou de la rédaction de France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. La Russie jette, semble-t-il, toutes ses forces dans la bataille pour la conquête du Donbass, cette région de l'Est de l'Ukraine restée dans un climat de quasi-guerre civile depuis 2014, où des milices séparatistes militent activement pour l'invasion russe, est en proie à des combats d'une intensité maximale d'après les autorités ukrainiennes qui s'estiment largement dépassées sur place en hommes et en moyens. Écoutez la vice-ministre ukrainienne de la Défense, suivie du président Zelensky. La situation reste difficile et montre des signes d'aggravation. L'ennemi a utilisé toutes ses forces et tous ses moyens pour s'emparer de notre territoire et encercler nos troupes. Les combats ont atteint leur intensité maximale. Les forces armées ukrainiennes, nos services de renseignement et tous ceux qui défendent le pays résistent à une offensive extrêmement féroce à l'Est. Par endroits, l'ennemi est considérablement supérieur en équipement et en nombre de soldats. Vous y encore il y a 3 semaines pour l'hebdomadaire Le Point. La Russie est-elle en passe, d'après vous, de pouvoir revendiquer sa première victoire d'ampleur dans cette guerre ? Vous allez un peu fort là. Je pense que la première victoire que la Russie réclame, c'est d'abord ce qu'elle a déjà acquis depuis le 24 février. C'est-à-dire, ne l'oublions pas, on en parle assez peu, mais l'avancée éclair depuis la Crimée jusqu'à cette ville Kherson, qui est la ville du sud au sud du Donbass, qu'elle a prise dans les premiers jours et qu'elle a gardée depuis. Et dans laquelle aujourd'hui on est en train, voilà, on la voit à Kherson, au nord de la Crimée, vous voyez, donc au sud de l'Ukraine. Cette ville, elle est prise. Et tout ce qui est en rouge, là, c'est déjà pris. Donc c'est quand même déjà pas mal, surtout le sud. C'était pas pris le 24 février, alors que tout ce qui est l'est, là, en rouge, c'était déjà ces mêmes positions à peu près depuis 2014, depuis le début de la guerre dans le Donbass. Mais ce que la Russie veut faire, ce que les troupes russes veulent faire, c'est justement encercler, vous voyez le petit morceau presque rond au milieu du rouge, là, Severodonetsk, Kramatorsk, qui sont des villes où j'étais il y a encore quelques semaines. La Russie souhaiterait les prendre, c'est-à-dire que le rouge avance et que ce soit finalement une ligne plus stable. Mais il n'y arrive pas. La grande ville, là, c'est Severodonetsk, qu'il faut encercler. Il faut d'abord l'encercler et ensuite il faut lutter à l'intérieur pour la prendre. Pour le moment, ils n'y sont pas. Ils sont à portée, de tirs de mortier. Ils sont à portée de tirs de mortier, absolument, mais ça s'appelle juste la guerre. C'est les positions contre positions, artillerie contre artillerie. Mais ça ne veut pas dire, vous avez vu le temps dont ils ont eu besoin pour Mariupol. En face, ce qui frappe, Bruno Darou, c'est la détermination des Ukrainiens à résister. Ils n'entendent rien concéder à la Russie. Non, c'est pour ça d'ailleurs que les Russes mettent autant de temps à progresser, que c'est très lent, que c'est très dur, que c'est compliqué, parce qu'en face, effectivement, il y a non seulement l'armée ukrainienne, mais il y a aussi les forces de défense territoriale, comme vous l'avez dit, qui sont très présentes quand même. Et puis il y a l'armement qui arrive, même si on sent bien que c'est quand même sur une ligne de crête, puisque les déclarations qu'on a entendues des dirigeants ukrainiens à l'instant montrent que, notamment concernant Severodonetsk, ils auraient besoin de... Ils réclament voilà, plus, ils en réclament plus, notamment les véhicules qui envoient plusieurs roquettes. Ce qu'ont les Russes, voilà, les roquettes multiples, et qu'ils utilisent très fortement. Alors les Russes, se sont effectivement retirés de Kharkiv, alors ça c'est l'autre, on va en parler, mais leur stratégie, c'est toujours un peu ce qu'on appelait lors de la Deuxième Guerre mondiale la stratégie du chaudron. C'est-à-dire qu'on encercle, on pilonne, on détruit quasiment la ville. C'est ce qu'ils ont fait à Mariupol, c'est ce que visiblement ils commencent à faire à Severodonetsk. Et puis à un moment, effectivement, les civils s'en vont ou se rendent, et les combattants, ils se rendent ou ils sont tués. Anne, vous qui avez connu Grozny, rasé, y a-t-il un risque aujourd'hui de voir Severodonetsk subir le même sort que Mariupol ? Écoutez, j'espère pas, parce que c'est une catastrophe. Mais effectivement, c'est la façon qui vient d'être décrite, de pilonnage de l'armée russe. Mais là, nous autres commentateurs en studio, on aimerait on voudrait que nos commentaires soient clairs, mais si nos commentaires étaient clairs, ça voudrait dire qu'il y a des changements clairs sur le terrain. Or, c'est plus compliqué que ça. Avant d'arriver à encercler Severodonetsk, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il s'est passé quand même quelque chose de notable, qui est l'échec total des forces militaires russes à traverser la frontière de Donetsk. Ils ont perdu
Là, ils voulaient encercler Severodonetsk déjà depuis plusieurs semaines. Simplement, ils avaient tenté un encerclement plus large. Et ils avaient créé ce pont flottant. Vous savez, vous vous souvenez, il y a eu 400 morts russes quand même. Donc cette rivière de Donetsk, c'est une frontière naturelle et elle ralentit l'arrivée des Russes sur Severodonetsk aujourd'hui. Et pour le moment, ils se sont résolus donc à un encerclement plus petit. Mais c'est la grande question. Mais une fois qu'ils auront encerclé, c'est-à-dire pris de court les forces militaires ukrainiennes, il va y avoir du combat urbain. C'est là qu'on pourra éventuellement comparer à Mariupol ou pas. On voit en tout cas le narratif côté ukrainien, Bruno, qui clairement, là, depuis 48 heures, donne dans quelque chose de beaucoup plus grave. Hein. De beaucoup plus grave parce que, visiblement, les Russes ont décidé de mettre le paquet sur Severodonetsk et puis de reprendre, on va en reparler, donc le pilonnage de Kharkiv, d'où ils ont été dégagés récemment. Mais donc il y a un sentiment d'urgence, en tout cas, parce qu'il y a une très très forte pression et ils sentent que là c'est vraiment 50-50. Donc c'est pour ça qu'ils réclament à corps et à cri ces armements. Mais alors certaines de ces armes sont arrivées. Hein. Il y a aussi 2 jours, par exemple, les Ukrainiens ont montré les fameux canons César de la France. Ils avaient même fait un clip où ils disaient merci France, c'était écrit. Donc ils reçoivent certains de ces équipements militaires, mais face quand même à une armée qui... On dit beaucoup que l'armée russe a failli sur tel ou tel point, mais enfin, en termes d'équipement et d'effectifs, ça reste quand même une armée très importante. Sur place, vous avez observé, vous, Anne, le sentiment, l'état d'esprit des populations. Il varie évidemment considérablement d'un lieu à l'autre. On n'est pas toujours fermement opposé à la présence russe. La question, c'est pas opposé ou pas opposé, c'est quelle est la perception des habitants locaux de comment ils pourraient mieux vivre, finalement. Donc, c'est pas clair quand il y a une guerre. Mais étant donné que là, les troupes qui envahissent l'Ukraine sont des troupes russes qui parlent la même langue que la population qui habite le Donbass ukrainien, tout le monde y parle russe, la population est russophone, beaucoup plus que dans l'ouest de l'Ukraine. Il y a d'abord une lassitude de la guerre, hein, ça on la voit dans tous les conflits, et là elle arrive déjà, c'est-à-dire que les gens disent, finalement, pour que ça s'arrête, moi c'est pas grave si c'est les Russes qui contrôlent. Mais comme de toute façon, c'est pas la population civile qui décide, ce sont les politiques et les militaires sur le terrain, et là on a quand même 2 narratifs différents. On a les politiques qui, comme Bruno vient de le dire, ne cessent de réclamer plus d'armes. Et Zelensky a parlé à Davos, a parlé au Festival de Cannes pour dire toujours la même chose et pour finalement tirer toujours la sonnette d'alarme et dire qu'on n'en fait pas assez. Et puis on a les militaires ukrainiens qui, eux, parlent peu. Est-ce que vous avez déjà vu une interview du chef d'état-major ? Il n'y en a pas, parce qu'il est occupé à résister sur le terrain. Et là, on est plutôt dans une guerre longue, avec des positions justement d'artillerie qui sont un peu ou prou les mêmes depuis 2014 dans le Donbass. Et qui trinque, bien sûr, c'est la population civile. Surprise, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, Bruno, en tout cas les Russes ont bombardé Kharkiv, un objectif qu'ils avaient semblé délaissé au début du mois. Oui, alors ils avaient semblé délaissés parce qu'ils ont dû faire face là à une forte contre-offensive ukrainienne, donc ils se sont retirés, mais ils sont encore... revoir la carte d'ailleurs pour voilà, comprendre, hein, parce que c'est au nord-ouest au nord-est. Oui, au nord-ouest du Donbass. Au nord-ouest de l'Ukraine, c'est surtout une très grande ville, c'est la deuxième. Voilà. C'est la deuxième plus grande ville. Nord-ouest du Donbass. On a l'impression qu'en fait, les Russes se disent que, puisque leur objectif initial de conquérir toute l'Ukraine a échoué, en fait, donc, il y a ce premier, effectivement, petit rond autour de Severodonetsk pour finaliser l'encerclement et parachever la prise du Donbass dans ses limites administratives à l'ukrainienne, en quelque sorte, d'une part, et si possible, d'étendre ça par une ligne Kharkiv qui rejoindrait le sud du pays, ce qui ferait là qu'il prendrait un peu un grand test, si vous voulez, qui tomberait dessus. Mais c'est compliqué. On n'y est pas là. Hein. On n'y est pas. Mais l'objectif, visiblement, c'est ça. Ce serait de s'emparer là d'une bonne partie du territoire. Mais effectivement, ils n'y sont pas du tout. Comment vous interprétez, parce qu'il y a beaucoup de résistance. Comment vous interprétez ce bombardement de Kharkiv ? Est-ce que c'est comme Lviv où de temps en temps, les Russes vont continuer à se rappeler au bon souvenir, entre guillemets, des populations, ou bien il y a véritablement un objectif à terme de prise de cette ville ? Écoutez, Raphaël, je ne suis pas dans la tête des militaires russes. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que non, le bombardement de Kharkiv n'a rien à voir avec les bombardements épisodiques de Lviv, qui est même pas sur la carte, là, qui est bien plus à l'ouest, proche de la Pologne. Donc Kharkiv, c'est véritablement la 2e plus grande ville d'Ukraine après
Kiev, et c'est une ville qui a failli être prise là par les Russes il y a quelques semaines. Ils étaient aux abords de Kharkiv. Et donc, une contre-offensive, plusieurs petites contre-offensives réussies ukrainiennes les ont butés, les ont fait reculer jusqu'à leur frontière russe, puisque Kharkiv, c'est une très grande ville ukrainienne proche de la frontière russe. Mais aujourd'hui, tout simplement, pourquoi elle est bombardée ? Elle est bombardée parce que les Russes considèrent qu'ils n'en ont pas fini avec Kharkiv et parce que leur but, même si on n'est pas dans leur tête, c'est de effectivement causer du tort, c'est de semer la déroute, c'est de semer le chaos. Donc ils peuvent le faire, ils continuent à le faire. Enfin, d'autant que la vie avait repris un cours normal à Kharkiv ces derniers jours. Hein. Voilà. Le métro avait repris, le métro dans lequel on s'était abrité. La vie dans la guerre ne cesse jamais. Ça, c'est une erreur de croire que la vie s'arrête. La vie ne s'arrête jamais. Vous nous l'avez suffisamment rappelé, mais le métro qui s'est interrompu a repris son activité. Absolument. Mais tous les habitants ne sont pas sortis quand même du métro, apparemment. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, les villes ne sont jamais mortes. Il y a toujours des habitants qui sont là et qui continuent à vivre malgré tout. Donc les Russes continuent à pilonner, ils n'ont aucune raison d'arrêter. Je crois que ce qui serait important pour aujourd'hui d'essayer de comprendre, c'est quand les deux parties vont-elles saisir l'opportunité, avoir la volonté de négocier ? Pas maintenant, visiblement. Se remettre à négocier. Puisque la Russie vient de rejeter un plan de paix italien, alors qui prévoyait notamment une souveraineté de l'Ukraine préservée sur la Crimée et le Donbass. C'est ça qui semble inacceptable. Oui, alors, avec une autonomie renforcée de ces territoires, mais effectivement, ce n'est acceptable ni pour la Russie, parce qu'on a quand même l'impression que, même si tout cela a été très compliqué, beaucoup plus compliqué que ce qu'escomptait Vladimir Poutine, on a quand même l'impression que l'objectif final demeure quand même la neutralisation de toute l'Ukraine, quel que soit le temps que ça prendra, en mois, en années, on ne sait pas, mais on n'a pas l'impression que la détermination de Vladimir Poutine soit amoindrie. Et puis en face, les Ukrainiens qui, eux, du coup, comme ils sont agressés, qu'ils défendent leurs terres, n'ont pas envie, pour le moment, de concéder des parties de territoire supplémentaires à la Russie. Et même sur le statut des deux provinces pro-russes du Donbass et de la Crimée, parfois ils disent même, alors c'est un peu mouvant leur position, mais parfois ils disent même qu'ils veulent que ce soit à nouveau totalement sous souveraineté ukrainienne. Ça fluctue. Oui. Voilà. Ça fluctue, effectivement, les propos de Vladimir Zelensky. Voilà, il s'est remis à dire récemment, lors d'interviews, que la guerre, que ça serait difficile d'avoir une victoire claire, ce qu'il ne dit pas toujours, et qu'il faudrait peut-être redessiner les cartes. Et je vous rappelle, il y a aussi Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, qui a aujourd'hui 98 ans, qui a dit hier, je crois, aux États-Unis, qu'il serait peut-être bon de revenir au statu quo ante, c'est-à-dire celui juste avant le 24 février 2022. Alors évidemment, il y a une levée de bouclier en Ukraine, mais en Europe, tous nos leaders politiques ne sont pas d'accord. Hein. Vous avez aussi quand même Emmanuel Macron qui lui également a l'air d'être plus proche d'une ligne où il faudrait négocier quelque chose plutôt que d'aller jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que pour le moment, les deux parties n'arrivent absolument pas à se mettre d'accord sur le contenu politique, contenu politique d'une négociation. C'est pour ça que, militairement parlant, ça continue des deux côtés à avoir une rhétorique de dire qu'il faut aller jusqu'au bout. On va peut-être en un mot, même si c'est un sujet, mais qui certainement auquel nous consacrons des émissions et nombreuses malheureusement dans le futur, mais cette question de la crise alimentaire mondiale. Aujourd'hui, Moscou accusé par les Occidentaux de tenir en otage d'une certaine manière les marchés, notamment avec le blocus de ces ports ukrainiens qui empêche du coup les céréales de partir. Bruno, est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui qui sont envisagés pour permettre le départ de ces cargaisons ? Alors, certaines vont vers l'Allemagne déjà. Hein. Comment ? Oui. Par le ferroviaire. Voilà, par le ferroviaire, mais c'est compliqué parce qu'en plus, très prosaïquement, il y a un problème d'écartement des rails qui n'est pas le même en Ukraine et de l'autre côté de la frontière, côté polonais par exemple. Donc ça complique les opérations. Et puis par exemple à Odessa, donc qui n'a pas été conquis par les Russes, mais les Russes contrôlent la mer Noire. Eh bien, il y a 20 millions de tonnes de céréales qui sont dans leurs silos, qui sont stockés là-bas, qui sont bloqués. Et évidemment, ça a un impact sur les pays qui en consomment beaucoup, notamment dans le sud de la Méditerranée, le Maghreb, la Libye, le Liban, par exemple, qui sont très dépendants. Donc ça commence évidemment à créer des situations alimentaires extrêmement tendues. Alors il y a un pays qui essaye de jouer les médiateurs, sans succès pour l'instant, c'est la Turquie, puisqu'elle contrôle les deux détroits. Voilà, les deux détroits. Elle dit, essayez de vous mettre d'accord, Russes et Ukrainiens, pour permettre à ces céréales ukrainiennes de sortir. Mais cela dit, il faut aussi dire que tout ce qui se passe là, le fait que
la mer Noire ne soit plus libre de circulation, si vous voulez, ça complique aussi l'affaire pour les céréales russes. Plus les sanctions qui touchent des histoires de logistique, des flux financiers. Donc les céréales russes aussi ne peuvent pas s'exporter. Sont pénalisées aussi. Contrairement à ce qu'a dit Vladimir Poutine aujourd'hui en disant on continue d'exporter notre blé, etc. C'est aussi compliqué pour les céréales russes. Et le total, juste un dernier mot, les céréales russes et ukrainiennes, c'est un tiers des besoins mondiaux en blé. Oui. Donc à terme, ça peut être un problème énorme. Ça peut être un nouveau front économique dans le front militaire, en fait. Il joue du chantage alimentaire, de l'arme alimentaire, Vladimir Poutine. D'après vous, il est prêt à affamer la planète ou c'est pas du tout ni son intention ni son intérêt? Je ne sais pas vraiment quelles sont ses intentions, mais en tout cas, dans les faits, effectivement, on peut parler de chantage. Tout à fait. Il est clair que les déclarations de Vladimir Poutine... il le dit, hein. Oui, il le dit carrément. Si vous levez les sanctions... Et celles de ces autres officiels depuis hier, ils ont trouvé cette idée, ils ont trouvé ce filon de... Finalement, ils se disent, ça serait peut-être une possibilité pour nous de commencer à ne plus avoir ces sanctions. Et c'est une autre façon de mener la guerre, finalement. C'est une autre façon aussi, peut-être, de négocier. Comme ils n'arrivent pas à négocier les uns avec les autres. Finalement, cette obligation de continuer ce développement économique mondial, tant côté ukrainien que côté russe, les obligerait, et fait peur à tout le monde, et les obligerait finalement à trouver un consensus. Donc c'est pour ça qu'il en profite. Ce sera peut-être d'ailleurs une des voies de sortie de crise. Merci beaucoup Anne Niva d'avoir été avec nous. Merci également à vous Bruno, c'était On va plus loin. On se retrouve nous dans 3 minutes pour un nouveau journal.